J'avais fait une vidéo, si vous vous en rappelez, sur l'histoire du Cameroun. Vous savez, ce pays d'Afrique centrale de 30 millions d'habitants, surnommé le continent par ses propres habitants. Ouais, un pays qui a acquis une forte réputation de mec humble. Alors, si jamais vous ne l'avez pas vu, tout d'abord, désolé pour vous. Mais bon, en faites pas de jaloux ici et je vais vous faire un résumé rapide en un paragraphe. Tout d'abord, les premiers arrivés sur le Cameroun, du moins sur ses territoires actuels, seront les Aka et les Baka, plus sobrement appelés les peuples pygmées. En parallèle de l'arrivée des pygmées, on a pu avoir l'émergence des populations du nord Cameroun, que ce soit les Massa, les Kotoko ou les Tupuri. Et enfin, le dernier grand groupe ethnique qui va nous intéresser ici seront les Bantous et les semi-Bantous, avec notamment les Bassa, les Sewondo, ou encore le meilleur des groupes, le groupe Bamileke. La vidéo du jour nous inscrira sur l'ensemble des événements qui auront lieu à partir du moment où notre ami Fernando Po est arrivé au bord du fleuve Vouri et il s'est dit « Waouh, mais quel fleuve incroyable, il y a des crevettes partout, comment on va appeler ce pays ?» Crevettes, aussi simple que ça. Donc le mec il fut tellement subjugué par la profusion de crevettes qu'il a décidé d'appeler le pays en l'honneur de ce qu'il avait vu, c'est-à-dire Rio dos de Camaroes, qui devint plus tard le Cameroun. Je me demande vraiment comment on fait pour être aussi arrogant avec un nom qui a des origines aussi douteuses. Bon, à voir. Nous sommes rendus donc à notre période, c'est-à-dire au 15e siècle. Vous me direz, ok, le Cameroun a été découvert au 15e siècle, découvert entre guillemets, au 15e siècle par Fernando Po. Mais vous me poserez la question à juste titre de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun ne parle pas portugais à ce jour. C'est une très bonne question et je pense qu'on va continuer dans notre petite histoire pour voir un peu le pourquoi du comment. Fernando Po à la base n'était qu'un aventurier. De ce fait, son rôle était plus de découvrir les terres. Mais étant donné que le Portugal avait une puissance coloniale énorme, il n'avait pas décidé de mettre la priorité sur le commerce avec les Camerounais. Les populations portugaises auront été assez... ça aurait été une grosse erreur de la part des populations portugaises de ne pas avoir fait le commerce avec ce nouveau peuple qui a été découvert parce que je crois que nos anciens chefs traditionnels étaient des pigeons assez incroyables. T'inquiète, tu vas comprendre pourquoi je les traite de pigeons. Alors que les explorateurs portugais de l'époque ont découvert nos contrées, il faudra juste attendre l'arrivée du Cameroun, l'arrivée d'un certain peuple. Comment est-ce que je pourrais décrire ce peuple? Vous savez, le peuple qui est plein d'amour, genre Ich liebe, Hey Fräulein. Mon accent allemand, il est super, non? Je tiens à m'excuser, moi et toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo pour le tort causé au peuple allemand à travers cette phrase ridicule. En tant que Camerounais, je suis un grand consommateur de bière comme vous. Vous voyez, on a de nombreux points en commun, notamment la Heineken. Voilà, je suis vraiment désolé. Vive les Brenzel, vive Berlin. Retour à la vidéo. Quoi qu'il en soit, nous sommes rendus au 19e siècle. Et ce sont nos amis allemands qui sont les plus actifs sur le plan du commerce. Le commerce, il a commencé crescendo. Vous savez, on est parti du simple « Ouais, file-moi ton huile de palme et je te donne une bouteille de vin ». C'était cool. Jusqu'à ce que ça devienne « Ouais, je te file 3 tonneaux de vin et toi tu me donnes tes 2 enfants ». Ouais, surtout la petite là. Elle est très intéressante. C'est triste mais c'est une réalité. Avant même le début officiel de la colonisation et de la traite négrière, certains chefs n'hésitaient pas à vendre leurs propres descendants. Ouais, mais tu vois, si je prends 2 enfants, il lui en reste 8. Je suis sûr qu'à l'époque, les Allemands se disaient, ouais, on lui prend ses 2 enfants les plus forts, mais au fond, il en reste 8. C'est pas si grave. Je crois que c'était des avis partagés, que ce soit par les Allemands et les Camerounais de l'époque. Enfin, futurs Camerounais. Parenthèse étant dit, et le pire, c'est que je pense que même à l'heure actuelle, nos dirigeants contemporains n'ont pas une mentalité fondamentalement différente de celle de leurs aïeux. C'est vrai que
On pourra dire que l'histoire les empêcherait de faire certaines choses, mais je ne suis pas convaincu qu'à leur place, ils auraient agi différemment envers leur population, qu'ils agissent différemment envers leur population actuelle. Je pense que je vais pas me faire que des amis sur celle-là. Alors, on a parlé du commerce triangulaire. Je pense qu'il est temps de faire un petit point sur des faits historiques. Nous sommes en 1884 et nous avons la signature du protectorat. Attendez, je mets protectorat entre guillemets entre les chefs côtiers, notamment les Douala, mais il y avait aussi d'autres tribus côtières et les représentants allemands. Donc, je récapitule. Les Allemands signent des traités avec les Douala et puis hop. Ok, là c'est bon, tout le Cameroun c'est pour nous. Ouais, c'est cadeau. Tranquille. Le Cameroun devient une colonie de l'Empire allemand. Colonie, un protectorat entre guillemets. Les Allemands prennent rapidement le contrôle de la côte, puis progressent vers l'intérieur. Alors, quels étaient les objectifs des Allemands? Les Allemands avaient 4 principaux objectifs. Exploiter les ressources agricoles et minières, construire des voies ferrées, exemple la ligne de Douala-Konsamba, qui existe toujours de nos jours, imposer les taxes et le travail forcé. Et enfin, établir une administration autoritaire, militaire dans un premier temps. Ne vous inquiétez pas, il y eut quand même une certaine résistance contre les Allemands et je pense qu'on va parler du résistant le plus iconique pour notre histoire. On va parler de Rudolf Douala Manga Bel. Alors, de son nom entier, Rudolf Douala Manga Bel, roi des Douala et fils de Manga Doumbé Bel. Il a été marié à Emma Ngombe. Ce résistant aura pour particularité d'avoir étudié en Allemagne. On comprend donc d'office d'où vient le prénom Rudolf. Ouais, c'était un peu évident, ça tombe sous le sens. Il a eu à faire des études en Allemagne, plus précisément à Halle, Stuttgart et Ulm. On peut donc affirmer que Douala Manga Bel est le tout premier benguiste camerounais. Il faut applaudir pour lui. Mais, selon moi, il aura commis une erreur fatale. Ce serait juste de penser qu'il pouvait combattre la colonisation de manière douce. Parce que ça a été son arme principale. Parce qu'il a été étudier le droit. Et pensait, malheureusement pour lui, qu'en utilisant ce même droit, il pouvait nous affranchir de notre domination allemande. Alors, quelques faits marquants. Les autorités allemandes, notamment le gouverneur Theodor Seitz, ont décidé de déplacer les populations autochtones dans les quartiers nobles comme Akwa et Bonanjo, pour les installer un peu plus loin et ainsi récupérer les meilleures terres. Manga Bel et son secrétaire Ngoso Jin s'opposent à cette injustice parce que, vous vous doutez bien, Akwa et Bonanjo, c'était juste les quartiers là où il y avait tous les chefs traditionnels, toutes les personnes importantes des différentes populations et puis... Comme les Allemands avaient des vues sur leur terre, ils ont dit que vous savez quoi, vous dégagez le plancher et nous on s'impose là. Du coup, Douala Manga Bel, il dit non, ça va pas se passer comme ça, il faut qu'on réagisse. Et c'est ainsi qu'en 1912 et en 1913, il rédige et envoie une pétition au Parlement allemand intitulée Le Cameroun avec K enchaîné, dans laquelle il dénonce les faits suivants. La confiscation de terres, le non-respect des accords antérieurs, les violences contre les Douala. Il a fait appel à la presse allemande, à des juristes et à des intellectuels. Il demande que la colonisation respecte la dignité des peuples africains. Les autorités coloniales l'accusent alors faussement de trahison et prétendent qu'il fomentait une révolte. Il est jugé rapidement et condamné à mort sans preuve sérieuse. Le 8 août 1914, il est pendu avec son adjoint Ngoso Jin à Douala. C'est important de rappeler quand même cette page de notre histoire parce que je crois que du temps colonial, on a là, du moins, je pense que parmi tous les opposants que l'on a pu avoir contre l'oppresseur occidental, Douala Manga Bel aura juste été le plus lettré, mais il aura trop voulu jouer dans les règles imposées par l'Allemagne. Et lorsque tu veux jouer dans les règles du maître du jeu et essayer de battre le maître du jeu, tu es quasiment voué à l'échec. On constate quand même qu'il y a une répétition du schéma, que ce soit pour Douala Manga Bel ou certains autres
opposants qui ont eu à voir le jour un peu plus tard. Je crois qu'on va un peu passer plus vite pour certaines résistances ou autres peuples importants. Je rappelle encore, si vous avez vu notre précédente vidéo, que il y a plus de 200 tribus au Cameroun et je ne pourrais pas parler de chaque résistant de chaque tribu. Mais avant de passer aux résistants de chaque tribu, je tenais à faire un dernier petit point sur les dernières paroles de Douala Mangabel. Avant d'être pendu, il a lâché une des phrases les plus stylées qui existent. C'est vraiment une phrase de dessin animé de shonen. Il jetait un mouchoir blanc vers le ciel et il dit « Vous n'aurez jamais le Cameroun ». Je crois que ça fait quand même pas mal comme dernière phrase. On aimerait tous avoir des phrases aussi stylées en dernier mot. Lui, il les a eues et d'ailleurs, je sais pas s'il a une statue, mais rien que pour cette phrase, je crois qu'il mériterait une statue. Donc, comme je disais, on va passer aux différents autres peuples principaux que j'ai notés comme résistance. Nous avons tout d'abord les Bassa, qui ont combattu essentiellement dans le littoral et la Sanaga maritime. Ils se sont essentiellement appuyés sur des résistances passives et actives contre le travail forcé et les réquisitions. Ils ont également participé aux révoltes locales en solidarité avec Mangabel. On note aussi que Ngombe, sa femme, donc était Bassa. Ceci devrait expliquer cela. Ils se sont également battus pour libérer de nombreux villages. Malheureusement, leur résistance aura été également vaine. Nous avons ensuite les Bamileke. Ils ont été moins directement confrontés dans la première phase. Ils ont plutôt été au cœur d'une forte opposition culturelle parce que les Bamileke, quand même, au niveau des rites et des coutumes, c'était suffisamment ancré pour ne pas se laisser déstabiliser par notamment l'église. Mais même jusque-là, cela n'aura pas suffi. Ils ont été plus actifs dans la résistance à partir du Cameroun français après 1916, donc du coup, on en reparlera sûrement plus tard. Notamment durant la guerre d'indépendance en 1950 et leur refus de la domination allemande fut marqué par des tensions, donc une résistance relativement passive. Alors, on passe ensuite aux Tchikars et les peuples de la Damawa. Les Tchikars, tribu de Vinicius. Ouais. Ils ont opposé des oppositions locales lors de la progression allemande vers l'intérieur et les rois locaux refusèrent de laisser leur souveraineté. Ils ont utilisé l'usage de la guérilla contre les patrouilles allemandes. Nous avons ensuite les peuples du Nord, Peul, Haoussa, etc. Et je crois que c'est une des résistances les plus intéressantes, avec celle des Bamoun, qui mériterait quelques vidéos entières, quand même. Dans certaines zones qui ont résisté à travers les chefs traditionnels musulmans, je crois que d'ailleurs les musulmans, et de plus, sûrement, pas de plus sûrement, la présence de l'islam qui était déjà implantée a été favorable à la résistance contre les Allemands. Malheureusement, les Allemands ont dû soumettre militairement certains Lamibés. On passe enfin à la résistance du sud et de l'est, c'est-à-dire les peuples Bechi, Boulou, Fang, Maka, etc. La résistance armée aura été dans plusieurs zones, se caractérisera par un refus de travail forcé, des impôts, la déportation et la répression sévère des troupes coloniales. Ils ont dû raser énormément de villages et les déplacer pour pouvoir venir à bout de cette résistance. Je ferai une autre vidéo pour parler en détail de chaque résistant, de chaque tribu, enfin, dans la mesure du possible. Je ne le ferai pas ici parce que la vidéo risque d'être vraiment trop longue. Et c'est parce qu'on a envie. On passe enfin en 1918 avec la fin de la domination allemande. Vous savez, il y a eu un petit événement qui a eu lieu en 14-18 qui s'appelle la Première Guerre mondiale, je vous apprends rien. Et on va donc transitionner vers une période, vers la deuxième partie donc de notre petite vidéo qui va traiter du Cameroun après la Première Guerre mondiale. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd toutes ses colonies, dont le Cameroun, occupé militairement par les Français et les Britanniques, sous mandat de la SDN à l'époque, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Le Cameroun devient un territoire sous mandat donc de la SDN et 80% revient à la France et 20% à la Grande-Bretagne. Les régions de Grande-Bretagne étaient divisées en deux parties,
le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Actuellement, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le Northern Cameroun était des régions proches du Nigeria, comme Garoua et Maroua, par exemple. Et le Southern Cameroun sont l'actuel Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et tout en comptant qui sont répartis autour de Bamenda et Buea. Ces régions étaient administrées depuis le Nigeria britannique, ce qui a contribué à un fort lien politique, administratif et éducatif de ce pays. Le Southern Cameroun était gouverné à distance par un commissaire britannique basé à Enugu au Nigeria. L'anglais devient de facto la langue de l'administration et de l'enseignement et enfin du commerce. Les institutions y sont basées sur le modèle britannique, entre parenthèses le common law, le système parlementaire, etc., etc. Contrairement au Cameroun français, les Britanniques ont laissé une plus grande autonomie aux autorités traditionnelles. Ce qui est quand même une certaine redondance parce que généralement, les Britanniques ont eu tendance à laisser énormément de liberté à leurs différentes colonies, mais demandaient quand même certaines choses en retour. Ce qui marque par exemple un grand développement en général en Afrique. On peut voir que les sociétés anglo-saxonnes ont tendance à être un peu plus avancées au niveau de leur gestion et pas forcément de leur gestion, au niveau de leur développement, c'est mieux dit comme ça, que les sociétés francophones en général. On arrive donc en 1945 et 1945 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Cameroun ayant combattu pour la France rentre avec une conscience politique renforcée. La fondation de partis politiques et syndicats. Le Cameroun sous tutelle de l'ONU, qui est donc la petite fille de la SDN, mais reste administré par la France et la Grande-Bretagne. 3 ans plus tard, la fondation de l'UPC survient. UPC, Union des populations du Cameroun. Le parti politique nationaliste fondé par Robin Oumniobé, Félix Roland Moumié et d'autres intellectuels. Il revendique notamment l'indépendance immédiate, la réunification du Cameroun français et britannique, la fin de la tutelle française. L'UPC gagne en popularité et en ennemis. En 1955, nous avons assisté à l'interdiction de l'UPC par la France. Le 13 juin 1955, le gouvernement interdit l'UPC qu'il juge subversif. Une début de guérilla armée dans les régions Bassa et Bamileke. D'ailleurs, il y a de nombreux épisodes qui sont assez drôles à ce sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des notions, ou du moins des petites histoires annexes très intéressantes à travers ces régions Bassa et Bamileke. On en reviendra sûrement dans d'autres vidéos. Nous avons également eu des répressions très violentes, des villages brûlés, des arrestations, des exécutions. Tout cela aura mené à l'assassinat de Robin Oumniobé en 1958 par l'armée française dans la forêt. En 1958, Amadou Ahidjo devient Premier ministre. Les Français cherchent un interlocuteur plus modéré. Amadou Ahidjo, musulman du Nord, est très favorable à une indépendance progressive, devient le Premier ministre du Cameroun autonome. Il négocie l'indépendance sans leader de l'UPC. Le 1er janvier 1960, l'indépendance du Cameroun est proclamée. Le Cameroun français devient alors République du Cameroun avec Amadou Ahidjo comme premier président. L'indépendance se fait dans un climat de guerre et de division interne. Le combat contre les résistants de l'UPC se poursuivra jusqu'en 1971 dans certaines zones. Pour maintenant finir notre vidéo, on va faire un bref résumé des événements, si jamais tu as un examen d'histoire ou une disserte sur le Cameroun à faire. En 1916, défaite de l'Allemagne au Cameroun, le territoire est occupé par les troupes françaises et britanniques. En 1919, traité de Versailles, l'Allemagne perd officiellement ses colonies, le Cameroun est divisé. 4/5 pour la France, 1/5 pour le Royaume-Uni. Le Cameroun sous mandat français entre 1922 et 1946. En 1922, on note la Société des Nations SDN confie à la France un mandat sur le Cameroun. Yaoundé devient le siège administratif. Le haut-commissaire Henri de Boisseux est l'un de ses premiers administrateurs. Le Cameroun sous mandat britannique, toujours entre 1922 et 1946. Le British Cameroun est déplacé sous le mandat de la SDN, mais administré depuis le Nigeria. 2 parties.
le Northern Cameroun au nord du Nigeria et le Southern Cameroun au sud du Nigeria avec Buea comme capitale. En 1946, on assiste donc à la fin de la SDN. Les deux Camerouns passent sous tutelle de l'ONU. La France et la Grande-Bretagne gardent les mêmes zones d'influence. De 1956 à 1958, Pierre Messmer est haut-commissaire français et on assiste à la création autonome du Cameroun français. La naissance de partis politiques comme l'UPC, Union des populations du Cameroun, qui exige l'indépendance. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient indépendant et prend le nom de République du Cameroun avec Amadou Ahidjo comme premier président. Le 11 février 1961, nous avons un référendum entre les Cameroun britanniques. Le Northern Cameroun choisit donc de rejoindre le Nigeria et le Southern Cameroun choisit de rejoindre la République du Cameroun. Toujours en 1961, mais le 1er octobre, nous assistons à la réunification du Southern Cameroun avec la République du Cameroun et la naissance de l'État fédéral du Cameroun avec les deux États, Cameroun oriental français et le Cameroun occidental anglophone. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite, si elle vous a plu, à liker et à vous abonner. En termes de travail, ça aura été la vidéo la plus dure à faire. Pas forcément parce que j'avais pas les informations, surtout parce que j'avais pas les informations plutôt, mais aussi parce que je ne suis pas historien de nature et il se peut que j'aie fait quelques erreurs de retranscription, quelques expressions. Vous m'excuserez aussi sur la blague sur les Allemands, mais bon, on essaie de mettre un peu d'humour dans les vidéos. Alors, je vous invite à laisser quelques mots en commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé. Et je sais pas trop quel sera le thème de la prochaine vidéo, si on va rester en histoire, si on va basculer en info. Je sais pas encore. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à partager avec moi. Je suis ouvert. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss!